Bonsoir, merci beaucoup. Merci à ceux d'être restés si tard pour ce sujet sur l'infection à Clostridium difficile en gériatrie. Effectivement, vous avez déjà parlé un peu de microbiote, donc on va revenir là-dessus et probablement plus sur une partie essentiellement thérapeutique. Les infections à Clostridium difficile, c'est un problème qui est majeur. Alors on commence souvent les topos comme ça, mais qui est vraiment majeur aux États-Unis. S'il y a une frange de population qui est touchée, c'est certainement la population âgée. Donc je suis ravi d'être là ce soir, aussi pour ça, pour effectivement m'adresser à la population qu'on voit le plus avec des infections à Clostridium difficile dans un hôpital. Il y en a en gériatrie, il y en a en maladie infectieuse, il y en a en médecine polyvalente, il y en a en gériatrie. En fait, les seules personnes qui sont un peu conscientes du fardeau de la maladie, c'est les gens qui s'intéressent aux patients âgés pour plusieurs raisons. C'est d'abord une population plus vulnérable, qui fait plus d'infections, et c'est une population qui parfois reste longtemps en SSR ou en SLD et qui voit les problèmes de récidive, ce qui n'est pas le cas de la plupart de la population touchée par les infections à Clostridium difficile. Alors, l'âge, c'est un facteur de risque au niveau de l'incidence. On sait que les patients âgés font plus d'infections à Clostridium difficile. C'est probablement le type d'immunodépression, si on prend un terme à la mode qui est l'immunosénescence, qui est le plus à risque pour l'infection à Clostridium difficile. Et quand on regarde les patients greffés, les patients qui ont des hémopathies n'ont pas plus d'infections à Clostridium difficile que des patients du même âge. C'est vraiment l'âge qui est majeur. Et ça, c'est en train d'être exploré. Il y a pas mal d'études immunitaires qui sont en cours et on arrivera peut-être à avoir des données. Donc ils en font plus et c'est vraiment proportionnel à l'augmentation de l'âge. Et puis ils meurent plus. Donc c'est des patients c'est vraiment un sujet de mortalité. Un sujet jeune qui fait une infection à Clostridium difficile, c'est souvent banalisé. Les choses s'améliorent rapidement, parfois même sans traitement, simplement à l'arrêt du facteur déclenchant. Or chez le patient âgé, il faut traiter, il faut peut-être traiter intensivement et c'est là où on va revenir sur les questionnements thérapeutiques. Par ailleurs, c'est aussi des patients qui font plus de récidives. Donc on a vraiment tous les facteurs de risque et toutes les complications de l'infection à Clostridium difficile. Alors certes, il y a des modifications récentes. Vous savez que depuis l'épidémie de 0,27 qui est aux États-Unis, qui est en 2003-2004 en Amérique du Nord, on a beaucoup plus d'infections à Clostridium difficile. Alors en France, on l'a moins senti. Ça s'est arrêté essentiellement dans le nord de la France parce qu'il y a eu des mesures drastiques de prise en charge. Mais on voit plus d'infections, plus sévères, plus de récidives, une mortalité qui a été multipliée par 3. Je vous rappelle que le signal pour cette infection, ça a été l'augmentation des colectomies en maison de retraite. C'est comme ça que le système de surveillance canadien s'est aperçu qu'il y avait une épidémie d'infection à Clostridium difficile particulier, qui était le ribotype 0,27, qui était particulièrement virulent. Le problème aussi, c'est que dans ce cas-là, on sait que le flagelle est moins efficace. Alors, ce n'est pas un problème microbiologique, parce que la CMI, la résistance microbiologique au flagelle, elle n'a pas bougé. Pour autant, pour des phénomènes qu'on n'explique pas, ce ribotype plus actif semble résister au flagelle et surtout récidive. Et puis, il y a de plus en plus de cas communautaires. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est pour nos patients âgés qui sont en EHPAD. Alors, c'est une espèce de black box, on en discutait à la pause avec notamment Laurent et d'autres personnes investies. On ne sait pas très bien ce qui se passe en EHPAD, mais il est probable qu'il y ait des cas d'infection à Clostridium difficile. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de données, mais on y travaille. En tout cas, ces cas qui sont considérés comme communautaires ne sont certainement pas la suspicion d'infection à Clostridium difficile doit être importante. Pendant longtemps, on a dit c'est une infection liée aux soins. Les labos de bactériaux étaient à même de refuser une recherche à Clostridium difficile chez des patients qui n'avaient pas été hospitalisés depuis plus de 3 jours. Maintenant, on sait que ça survient dans nos urgences. Il y a même des endroits aux États-Unis où on arrive à 30% d'infection à Clostridium difficile communautaire. Et dans la population âgée, on est avec des seuils parfois plus importants. La symptomatologie, ça semble basique, mais une diarrhée, c'est pas clair ce que c'est qu'une diarrhée. La règle OMS, c'est 3 selles non moulées par jour. Alors, quand vous demandez à quelqu'un, il a la diarrhée, c'est il a eu beaucoup de sel, sa santé est mauvaise. C'est complètement aléatoire. Il faut vraiment revenir à la définition OMS. Et effectivement, il y a des outils graphiques plus ou moins appétissants qui permettent de décrire de manière appropriée ce que c'est. Et dans les études, c'est ce qu'on fait. On coche le nombre de sels avec la consistance, avec ce code couleur qui est le Bristol Stool Chart, qui est habituellement utilisé dans les différentes études. Et puis, il peut y avoir un vrai iléus, une vraie occlusion qui est symptomatique d'une infection à Clostridium difficile, avec la difficulté chez le patient âgé de cette alternance diarrhée-constipation qui peut masquer une authentique infection. Alors, quels sont les facteurs de risque ? On a parlé bien sûr de l'âge. Il y a aussi quand même les immunodépressions, bien sûr. On sait que les femmes font plus d'infections à Clostridium difficile que les hommes. Et surtout, le facteur majeur, c'est d'en avoir déjà fait. Parce que l'infection à Clostridium difficile, plus on en fait, et on rentre dans un cercle espèce de vicieux d'infection à Clostridium difficile duquel il est difficile de sortir. Et donc, il faut prendre énergiquement en charge le premier épisode pour éviter de tomber dans ce cercle vicieux pour lequel il est très difficile de sortir. Alors, bien sûr, le Clostridium difficile, on l'a probablement
tous, ou en tout cas on l'absorbe à un moment lors de notre vie parce qu'on est à l'hôpital, parce qu'on a des soins, parce qu'on prend des antibiotiques. Hein, et vous savez qu'un des facteurs de risque majeurs, c'est la prise d'antibiothérapie. Pour autant, maintenant, on voit d'authentiques infections à clostridium difficile chez les patients qui n'ont pas pris d'antibiotiques. Hein. Le fait de prendre des inhibiteurs à pompe à protons est au moins un facteur favorisant. Le fait d'avoir une sonde nasogastrique qui chante l'acidité gastrique est un facteur favorisant. De même, les chimiothérapies ainsi que les lavements. Alors, les antibiotiques à risque, celui qui est très connu, c'est la Clinda. Il n'est pas tellement plus à risque que les bêta-lactamines. Il est simplement historiquement décrit comme le premier antibiotique ayant occasionné une infection à Clostridium difficile. Et donc, il reste très craint par beaucoup de gens. Pour autant, il n'y a pas plus de risque de faire un Clostridium difficile avec de la dalacine qu'avec de l'amox. Il y a des antibiotiques qui restent moins à risque, hein, notamment le Bactrim, la rifampicine, qui est même parfois un traitement. Mais les bêta-lactamines, en premier lieu, la clindamycine et maintenant les fluoroquinolones, hein, depuis l'épidémie de 27, sont des antibiotiques à haut risque de déclencher un Clostridium difficile. Le premier problème, une fois qu'on a vu la suspicion diagnostique clinique, il y a aussi l'algorithme diagnostique. Il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas de consensus. On a parlé beaucoup de data et de recommandations là avant dans les topos précédents. Il n'y a pas d'algorithme recommandé par une source scientifique. Il n'y a pas de consensus sur la stratégie diagnostique. Quand vous prenez Frédéric Barbu dans l'étude de Euclide, qui est une étude européenne, a repris l'ensemble des prélèvements de sel des patients étiquetés diarrhéiques en Europe, et 40% avaient un Clostridium difficile et n'étaient pas diagnostiqués. Il y a différentes stratégies thérapeutiques, soit en une ou deux étapes, comme vous voyez, le plus simple étant peut-être de réaliser une PCR, mais c'est certainement le plus coûteux, et qui surévalue peut-être la présence d'infection à Clostridium difficile. Je crois que le mieux est effectivement de favoriser le dialogue entre le clinicien et le microbiologiste. Ce que recommande le CNR, c'est d'abord un test avec un test de dépistage, une GDH. Quand elle est positive, on continue. Quand elle est négative, on s'arrête là, il n'y a pas de Clostridium. Et quand elle est positive, après on choisit un test plus spécifique, soit un test PCR, soit un test immunoenzymatique qui permet de diagnostiquer l'infection. Mais tout ça doit être bien sûr corrélé à la clinique. Et chez un patient non diarrhéique, il n'y a pas lieu de demander de recherche Clostridium difficile, et encore moins dans le cadre d'un contrôle. Enfin, j'encourage effectivement les différents collègues à pas s'arrêter sur la GDH. Nous, dans mon service, on avait dans notre groupe, on rendait la GDH, et les jeunes collègues disaient GDH positif, il a un Clostridium. Non, GDH positif, c'est juste on continue l'enquête. La seule valeur, c'est la GDH négative, et donc on a décidé d'arrêter de rendre la GDH puisqu'elle induisait à tort un diagnostic et donc des traitements. Le Clostridium difficile, les infections à Clostridium difficile, il y a vraiment un panel de présentation clinique. Ça peut être de la diarrhée simple à l'état de choc, la colite, la cholectasie, avec parfois des anomalies biologiques majeures, notamment l'hyperleucocytose, qui est un facteur de risque associé aux infections à mauvais pronostic, la cholectasie qu'on peut voir au scanner, et c'est l'ensemble de ces tableaux cliniques que peut donner un Clostridium difficile, pour des raisons multiples, à la fois la virulence d'un pathogène et aussi la sensibilité de l'hôte. C'est multifactoriel et c'est pour l'instant encore bien mal expliqué. Ces diapos sont tirés de l'update, de la mise à jour de l'ECMID 2014, et vous savez qu'il n'y a pas de recommandation en France depuis 2007 au moins sur le Clostridium difficile, et les choses ont beaucoup changé avec cette épidémiologie qui s'est non seulement extrêmement modifiée, et puis les nouvelles armes thérapeutiques qui sont apparues. Ce qu'on sait, c'est que les patients qui ont un haut risque d'infection à Clostridium sévère sont les patients de plus de 65 ans, donc ça vient très vite, et en gériatrie, c'est tous les patients qui ont une hyperleucocytose, les patients qui ont une albumine basse, d'accord. Tous ces marqueurs sont intéressants parce que ce sont des marqueurs qu'on peut avoir quasiment bedside, ou au moins avec la prise de sang standard, les patients qui ont une augmentation de la créatinine et les patients qui ont des comorbidités sévères et essentiellement l'insuffisance rénale chronique. Alors, qu'en est-il du traitement? Quand on regarde un jour donné ce qui est prescrit en Europe, alors c'était en 2011, c'est 75% du Flagyl. Alors Flagyl Vanco, ça c'est le débat qu'on a eu pendant des années. Pendant des années, il n'y a pas eu d'autres drogues et tout allait bien. Et pour autant, depuis 2004-2006, tout avance très vite. Il y a beaucoup de nouvelles molécules qui apparaissent, beaucoup de nouvelles stratégies. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un nouveau clone, et il y a une nouvelle pathologie, et il y a un vrai problème avec le Clostridium qui est probablement moins palpable dans nos régions, mais certainement très prééminent en Amérique du Nord. Alors pendant longtemps, on s'est appuyé sur cette étude qui était annoncée randomisée, double aveugle versus placebo. On avait comparé Flagyl versus Vanco avec des petites doses, de 150 mg de Flagyl, alors qu'on fait plutôt 500 x 3 en France, versus 125 de Vanco x 4, alors qu'on fait 250 voire 500 en France. Et on avait dit qu'il n'y a pas de différence en cas de diarrhée peu sévère. Et il y a une différence en cas de sévérité. Et donc on avait tous appris, en tout cas moi, que diarrhée peu sévère Flagyl, c'était moins cher, il y avait moins de risque de RV. Et infection à Clostridium difficile et sévère, plutôt vancomycine, Péros, bien sûr.
Alors, l'argument, en fait, est un peu bancal, puisque les CMI sont de toute façon, enfin, on a des concentrations telles, hein, c'est une action qui est locale, concentration telle qu'on est de toute façon extrêmement au-dessus de la CMI, et que donc, Vanco versus Flagyl, il n'y a pas tellement de différence. La résistance était un peu plus fréquente avec le Flagyl, mais restait rare. La guérison clinique était quasi comparable. Les coûts restent faibles, et finalement, l'émergence d'entérocoques résistants à la Vanco, elle est la même sous Flagyl que sous Vanco, alors que c'était vraiment notre crainte principale. Et puis vous savez que le Flagyl a des effets indésirables, notamment neurologiques, ce qui peut poser problème chez les patients âgés. Cette étude était ancienne, faible effectif, et on a bénéficié récemment d'une étude randomisée double aveugle où on a comparé Flagyl, Vanco et Tolevamer, qui est une résine qui malheureusement n'a pas abouti parce qu'elle était inférieure aux deux comparateurs. L'intérêt un peu de cette étude, même si elle a été conduite pour le Tolevamer, ça a été de recomparer Flagyl, Vanco avec les nouvelles populations Clostridium, avec la population actuelle de patients. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a une différence qui est quasi significative entre Flagyl et Vanco, même dans les cas modérés. Quand on regarde en termes de guérison précoce, de récidive ou d'infection peu sévère, bien sûr, la différence est moins significative en cas d'infection peu sévère. Pour autant, il y a une différence et l'éditeur conclut que le Flagyl est peut-être une drogue de belle-mère. C'est comme ça que c'est intitulé pour le Clostridium difficile. En termes de RV, quand vous regardez Flagyl versus Vanco, eh ben, il n'y a pas de différence. L'émergence d'entérocoques résistants à la Vanco, auquel on craignait tous, qu'on prend de la vancomycine et qu'on l'absorbe au niveau digestif, on pouvait craindre qu'il y ait une émergence majeure d'entérocoques résistants à la Vanco. Il n'y a pas de différence sur le long terme. Donc ça, c'est important en termes écologiques. On risque pas de créer d'émergence de résistance à la Vanco. Donc pour moi, le Flagyl, ça reste, mais là, c'est quelque chose qui n'engage que moi. Dans une population gériatrique qui déjà donc, a un facteur de risque d'infection avec Clostridium sévère, reste une drogue qu'il faudrait presque ne pas utiliser. Alors après, Vanco versus Teico, il y a peut-être une meilleure efficacité de la Teico, de la Targo. Et dans les cas graves, moi j'utilise la Targo Péros, et on l'a fait récemment, et ça se passe relativement bien. On a peut-être une meilleure efficacité encore que la Vanco Péros. Il y a des recommandations européennes que je vous encourage à lire, qui sont publiées sur le site de l'ECMI, de la Société européenne, qui recommandent en cas de diarrhée non sévère, Flagyl, Vanco, Fidaxo sur la même ligne thérapeutique, d'arrêter bien sûr le traitement. Et en cas de forme sévère ou compliquée, Vanco ou Fidaxo, on va y revenir, et Flagyl. En général, dans ce cas-là, s'il s'agit d'une association Flagyl-IV, Vanco-Péros, pour être sûr d'avoir une efficacité au site, puisque quand vous êtes en iléus, en général, on ne sait pas si la Vanco-Péros diffuse bien, et le Flagyl peut permettre de compenser. Et puis, parfois, dans les formes extrêmement sévères, on utilise la tigecycline, qui est en fait un peu en recours, et on va voir les autres thérapeutiques de sauvetage. Dans les formes chirurgicales qui sont peu fréquentes chez les patients âgés, en tout cas ils sont souvent récusés pour la chirurgie, ça correspond à vraiment un petit nombre de patients, et le problème du Clostridium, ce n'est pas tellement les formes graves qui sont exceptionnelles, c'est vraiment la récidive. Mais pour ces patients-là, peut survenir chez les patients âgés, le taux de mortalité est extrêmement élevé, et le moment optimal pour l'intervention est toujours compliqué. C'est qu'avant, on a encore un peu de temps, et puis après, c'est trop tard, ça devient trop compliqué. Peut-être que les lactates stériques sont un bon indicateur. Alors, moi, je me suis pas mal intéressé avec l'équipe de Laurent Théier aux stratégies thérapeutiques alternatives qu'on avait chez ces patients extrêmement sévères qu'on ne pouvait pas opérer du fait des comorbidités. Et il y a pas mal de petites séries qui ont montré que l'adjonction de vancomycine lors de coloscopie, alors il faut des coloscopistes entraînés qui n'ont pas peur d'aller dans une colite aiguë et qui injectent de la vanco directement dans le site au niveau de la colite, alors c'est beaucoup fait aux États-Unis parce qu'ils ont plus d'expérience, permet de guérir un certain nombre de patients et c'est moins compliqué. Il y a même des interventions chirurgicales avec des mises à la peau du tube digestif colique, avec des instillations directement de vancomycine et un rétablissement secondaire de la continuité qui permet aux patients de ne pas avoir de colectomie totale, avec des petites séries, notamment une équipe de Grenoble, qui ont prouvé que ça marchait pas mal. Encore faut-il que le patient puisse être opéré. Enfin, dernier volet, les immunoglobulines polyvalentes. On sait que le Clostridium, il est pathogène par ses toxines. Toxine A, toxine B, toxine binaire, et c'est ça qui rend un Clostridium pathogène, et vous savez qu'un Clostridium sans toxine n'est pas pathogène. Il y a des immunoglobulines antitoxines qui sont en train d'être commercialisées, spécifiques d'antitoxines, pour autant elles ne sont pas encore tout à fait elles n'ont pas d'AMM, elles ont peut-être des ATU, mais pas récemment en tous les cas. Et donc, ce qu'on peut faire, ce qui a été fait, et ce qui marche en temps, qu'on a fait une fois ou deux, c'est chez les patients extrêmement sévères pour lesquels on n'avait pas de recours chirurgical parce que le patient n'aurait pas su supporter l'intervention. On a optimisé le traitement, on a mis de la Targo, de la tigecycline, et puis on a mis des immunoglobulines polyvalentes. Alors, c'est difficile de savoir qui a fait quoi, mais dans les différentes séries, il y a des petites séries de traitements de recours, de cas de sauvetage qui ont été faites avec des immunoglobulines polyvalentes, J1, J3, 0,3 mg/kg, et il y a eu des guérisons. Encore une fois, c'est des patients où il y avait 70% de mortalité. Alors, le vrai problème, c'est la récidive. Je
Je vous ai dit, plus on en fait, plus on en fait. Le principal facteur de risque, c'est l'infection à Clostridium. Il faut essayer éviter de rentrer dans ce cercle vicieux. Quels sont les facteurs de risque? La poursuite de l'antibiothérapie initiale, c'est sûr. Il faut essayer de changer l'antibiothérapie inductrice. Tous les facteurs associés, les antiacides, les IPP, bien sûr. Une réponse immune insuffisante, mais ça, c'est compliqué à déterminer. Et puis, les facteurs de risque, c'est l'âge et puis le fait d'en avoir déjà fait. Alors, les facteurs de risque de récidive, ils ont bien été identifiés par l'ECMID. Et la perspective, c'est de dire, voilà, ce patient, il a des facteurs de récidive, il risque de récidiver. Donc, sur celui-là, je vais mettre un traitement qui sera plus efficace dans la prévention de récidive que la vanco ou, à plus forte raison, le flagyl. Alors, autre petit détail que je voulais dire, c'est que un des facteurs de risque de récidive, c'est une colite aiguë grave. Plus la colite initialement est grave, plus il y a un probable risque de récidive. Le problème de la récidive, c'est qu'il faut suivre les patients longtemps. Et que arbitrairement, on a mis 7, 8 semaines, que maintenant on suit souvent à 3 mois. Et que un des problèmes de l'infection Clostridium difficile, c'est qu'à mon avis, elle n'est pas tracée. Le patient, il a du flagyl, il sort de chez vous, et il n'y a pas forcément marqué dans le compte-rendu qu'il a eu une infection Clostridium difficile. Il fait de nouveau de la diarrhée, il va voir son médecin traitant, il va avoir un peu de flagyl. Et puis ça revient, et puis il va réavoir un peu de flagyl. Il arrive chez nous, il en a son 7e épisode, et là, pour le sortir de là, ça devient extrêmement compliqué. Donc je pense qu'un des problèmes majeurs, c'est la traçabilité d'infection à Clostridium difficile, notamment chez nos patients âgés, en particulier flagyl. Et notamment chez les patients qui ont une infection à Clostridium difficile grave, mais là, on y pense peut-être plus facilement. Dérivé de 2 études pivots dont je vais parler après, a été développé le score Atlas. Atlas, c'est un score bedside qui permet de déterminer si le patient a récidive, à risque de récidive. L'âge, le traitement antibiotique prolongé, L, c'est la leucocytose, T, c'est la température, A, c'est l'albumine, et S, c'est le sérum créatinine. Si vous avez une hypoalbuminémie, une créate augmentée, un patient âgé, une température augmentée, il est à risque de récidive. Il faut peut-être intensifier le traitement, en tout cas donner un traitement qui sera plus efficace sur le risque de récidive. Alors, il y a un nouvel antibiotique qui est sorti, c'est le seul de sa classe, c'est la fluidaxomycine, vous savez, c'est un macrocyclique, c'était un antibiotique qui était utilisé avant en médecine vétérinaire équine, qui a des caractéristiques attractives pour le Clostridium difficile, avec notamment une concentration fécale très importante et une CMI extrêmement élevée, et qui serait inefficace sur le reste du microbiote. Et ça, c'est important, puisqu'en fait, l'idée, c'est d'arriver à... C'est une maladie qui est induite par l'antibiotique et qui est traitée par l'antibiotique. Il faut arriver à éradiquer le Clostridium et pour autant, si possible, ne pas toucher le reste de la flore. Et donc, cet antibiotique pourrait être intéressant. Alors, il y a eu 2 études pivots, l'étude 003 et 004, auxquelles on avait participé, conduit à la fois en Europe du Nord, en Amérique du Nord, et puis en Amérique du Nord et en Europe, qui avaient montré des résultats intéressants. Alors, vous voyez que sur la guérison clinique tout venant, on avait une différence qui était non significative, mais sur la guérison de l'épisode, c'est une différence qui est significative. Mais quand on associe les récidives, on a une différence qui est très significative, que ce soit dans les 2 types d'études, ce qui faisait que sur le critère composite qui était la guérison globale, on avait une différence significative pour fluidaxomycine. C'est une population générale, non triée, premier épisode ou 2e épisode, pas des multirécidivistes, mais pour autant on a l'impression qu'on a une efficacité sur la récidive. Quand de cette population, on extrait la population âgée et qu'on regarde et qu'on fait une régression logistique et qu'on construit un modèle multivarié, on s'aperçoit que plus le patient est âgé, plus le bénéfice de la fluidaxomycine versus la vancomycine, pas versus le flagyl, qui est un mauvais comparateur, versus la vancomycine est important. Et vous voyez que le risque de récidive est plus faible avec la fluidaxo qu'avec la vanco. Deuxième alternative thérapeutique, c'est les immunoglobulines, les anticorps monoclonaux, antitoxine A, antitoxine B. Il y a eu un essai randomisé, double aveugle. Alors c'est en prévention de la récidive, chez un patient qui a été traité par flagyl ou vanco, et on voyait qu'on avait une différence significative, et c'est en cours de commercialisation, et vous avez peut-être été sollicité par Merck, qui développe aussi ses propres anticorps actuellement. En tout cas, une efficacité importante, y compris sur la souche hypervirulente. Et puis, bien sûr, la transplantation fécale, dont tout le monde parle, avec cette publication Princeps du New England, qui a montré une efficacité chez les patients récidivistes. Ce n'était pas un traitement de l'infection, c'était un traitement de prévention de la récidive, avec une efficacité majeure. Une étude qui a été arrêtée très très vite, puisqu'on avait 40 patients inclus, et une supériorité qui était démontrée, avec des effets indésirables relativement rares. Alors, la TMF, la transplantation microbiote fécale, comment ça se passe? On injecte du microbiote d'un donneur, anonyme ou désigné, dit sain, soit par voie basse, soit par voie haute, après un traitement curatif du Clostridium, et ça prévient de la récidive. Alors, il y a plein d'interrogations, notamment vous connaissez ce cas des 2 enfants, dont un jumeau qui a bénéficié d'une TMF et qui est devenu obèse. Le donneur était obèse, son autre jumeau n'est pas devenu obèse. Il y a des gens qui disent
Il y a eu des papiers, notamment, vous voyez, dans Le Monde, qui dit que la flore intestinale joue avec le mental. Il y a eu des cas de gens qui ont décrit des psychoses post-TMF. Donc, il y a tout un flou. Il y a tout un flou qui a fait que les autorités françaises l'ont encadré. La NSM a déclaré que la TMF, maintenant, la préparation de transplantation de flore, c'était un médicament et ça devait être encadré par un pharmacien. Et donc, son encadrement a été promulgué, notamment dans le cas d'essais cliniques, initialement, uniquement des essais cliniques, qui demandaient un screening microbiologique que je vous ai mis ici, que je vous invite à consulter sur le site de la NSM, qui est en pratique infaisable, qui est extrêmement lourd, avec un screening des donneurs qui était tellement compliqué qu'en fait, on n'arrivait jamais à transplanter les patients. Du coup, on s'est attelé avec un groupe français à faire des recommandations pour la pratique clinique, quelque chose de plus accessible, où on a décrit les modalités de réalisation de TMF. Donc d'abord une injection de Vanco, enfin une administration de Vanco, un arrêt, un lavage avec du polyéthylène, enfin du PEG, puis la TMF, puis le suivi. On a déterminé aussi ce qu'il était possible de faire et qui était le screening des patients, notamment l'interrogatoire. Si vous prenez l'interrogatoire du New England, il était extrêmement intrusif, extrêmement invasif, et c'est très compliqué, notamment pour des gens de la même famille, d'être aussi intrusif dans leur vie privée. Et donc on a limité ce qui nous semblait à peu près raisonnable au vu de la littérature des données pour que ce soit pratique, pour que ce soit faisable. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient, on voit sur Internet, on voit des gens qui disent la TMF guérit l'autisme. Imaginez bien une famille avec un enfant autiste désespéré. C'est très simple. Vous regardez sur le New England, c'est vraiment marmiton. Il suffit d'un mixeur et d'une machine à café. Et c'est ce que craignait la NSM. Elle voulait l'encadrer. Seulement, elle l'encadrait de manière tellement sévère qu'à mon avis, les gens passent outre et donc ne faisaient plus ou faisaient encore plus de manière non officielle. Et donc, l'avantage de ces recommandations, c'est qu'elles sont un peu entre les deux et elles permettent de rendre cette stratégie utile qui, encore une fois, est une stratégie majeure dans la prise en charge d'infections à Clostridium difficile. On l'a fait pour 4 patients, notamment de Sainte-Périne, je ne sais pas si Laurent s'en rappelle, qui n'ont plus récidivé par la suite, qui étaient des multirécidivistes. Donc, il y a quelques questions autour de la TMF. D'abord, le screening, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un bilan exhaustif? Le deuxième, c'est est-ce que c'est un donneur qui est désigné? On dit qu'il faut quelqu'un de la même famille, sous le même toit, pour avoir des microbiotes un peu similaires. Ou est-ce que c'est un donneur universel? Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des gens qui ont il y a OpenBiome qui a fait une banque de dons avec des donneurs anonymes, tout est mélangé. Est-ce qu'on congèle, ce qui permet aussi d'avoir la disponibilité, parce que sinon c'est le matin la selle fraîche, ce qui n'est pas forcément évident. Est-ce qu'on peut déshydrater et présenter sous forme de pilules, de gélules, ce qui est beaucoup plus effectivement acceptable? Est-ce qu'on a un donneur unique, un donneur multiple? Est-ce qu'on administre par voie haute, par voie basse? Il n'y a pas d'essai comparatif. Et puis l'avenir, c'est la flore synthétique. Maintenant, il y a des structures qui commencent à fabriquer du microbiote avec des bactéries non pathogènes qui probablement pourraient nous astreindre de ce risque supputé d'obésité, de pathologie auto-immune, d'éventuelles néoplasies digestives. Voilà, ça c'est un peu les nouvelles tendances, c'est les firmes américaines qui commencent à fabriquer de la flore synthétique. Donc le futur pour une infection à Clostridium difficile, c'est d'abord des nouveaux antibiotiques, il y en a d'autres qui sortent. Je pense qu'on ne sera pas trop concerné, puisqu'effectivement, nous, on a déjà la Fidaxo, l'Ifiltir, qui est quand même une drogue de choix. On a l'immunisation passive avec les anticorps, qui est encore une fois un traitement de la prévention, mais qui demande une administration parentérale, et qui est relativement cher, qui demande une hospitalisation. On a la vaccination, mais alors qui vacciner et quand faire le rappel? Ça, c'est les futures questions. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier la prévention, c'est-à-dire ne pas traiter par antibiotiques quand c'est inutile, le plus court possible, la dose suffisante, éviter les antibiotiques qui induisent le Clostridium difficile, et puis la prise en charge d'un cas, dépistage rapide, encore une fois, une stratégie de diagnostic en collaboration avec votre laboratoire, un isolement géographique, on lève l'isolement à 48-72 heures, pas de prélèvement de contrôle, et une précaution, vous savez que le SHA est inefficace, il faut se laver les mains à l'eau et au savon, il n'y a rien de mieux. Et puis bien sûr désinfecter les locaux, on a souvent des questions pour les locaux d'EHPAD, à l'hypochlorite de sodium si possible. Donc à mon avis, mais ça n'est que mon avis, il faut renforcer la traçabilité d'infections à Clostridium difficile. Il n'y a quasiment plus d'indications à mon avis au flagile. Donc Fidaxo, Vanco, Targo. La Fidaxo, l'avantage c'est qu'elle est déjà en gélule, alors que la Vanco, il faut la reconstituer, ce qui est un peu compliqué. Il y a peu de risques pour la transplantation, la TMF. La TMF, vous voyez, c'est des risques plutôt au long cours de pathologies néoplasiques, au long cours, d'éventuels rhumatismes inflammatoires. Chez nos patients très âgés, je pense qu'il y a peu de risques. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont passé 1 an sous vancomycine à cause d'infections à Clostridium difficile. Et souvent, les gens réclament maintenant la TMF, puis c'était dans l'après, donc tout le monde connaît. Il faut bien sûr limiter l'antibiothérapie dans la population fragile, notamment la population âgée, et ça, c'est notre travail de tous les jours. Et puis bien sûr, avoir des mesures d'isolement adaptées. C'est compliqué, je sais, c'est attrayant, mais c'est comme ça qu'on évite les épidémies. Voilà, je vous remercie de votre attention.